C'est une thématique qui est vraiment très convoitée et très demandée parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se disent et se redisent sur ces nouveaux produits du tabac et de la nicotine. Alors, on ne va pas prétendre aujourd'hui vous apporter des éléments peut-être nécessaires à vous positionner vraiment, mais on va essayer de vous apporter un maximum vraiment de faits, d'éléments de notions pour pouvoir aussi développer un certain esprit critique en tant que professionnel sur le parcours de vie et pas que de soins, parce qu'autour de l'écran, vous ne faites pas partie forcément de structures de soins. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine du social, de l'éducation, etc., etc. Et donc, vraiment, les jeunes sont un enjeu de santé publique, ça vous le savez, ce sont un public vraiment prioritaire. Il y a beaucoup de changements dans la façon dont on aborde aujourd'hui la prévention et la promotion de la santé. Et on ne peut plus se contenter une prévention informative et éducative, mais on va aussi apporter des éléments pour renforcer le pouvoir d'agir finalement des jeunes et accompagner également les usages pour en diminuer les risques. Donc ça, c'est vraiment très important. On n'est plus là à faire peur avec des éléments qui pourraient être des électrochocs. Ça ne se passe pas comme ça, même en population générale avec des adultes. Voilà. Il y a aussi une temporalité que l'on doit vraiment intégrer. C'est celle des changements du marketing qui avancent et qui avancent beaucoup plus vite que nous. Et on se doit d'être toujours au fait de tous leurs projets, aboutis ou non, car en fait, c'est sur ça qu'on va devoir redoubler de vigilance. Et lorsque on arrive à repérer quelque chose et on arrive à faire voter une loi, on l'a vu avec les puffs, il y a déjà des réactions qui ont été prévues bien avant qu'on ne réagisse. Donc, c'est vraiment un cycle comme ça sans fin qui est assez infernal. Et c'est vrai que plus on est informé, plus on aura aussi d'éléments peut-être de discours et d'échanges pour pouvoir aborder les usages, car souvent, on s'arc-boute un petit peu sur l'arrêt du tabac, surtout avec les jeunes, car en fait, c'est quelque chose qui peut effrayer, qui peut vraiment voilà, faire peur, ou je parle même des parents hein, lorsqu'ils découvrent une consommation chez des adolescents. Mais on le sait très bien, le début des usages n'est pas synonyme d'addiction directement. Et c'est vrai que parfois on s'arc-boute un petit peu autour de l'arrêt du tabac et on se focalise et plutôt que d'échanger et d'essayer d'obtenir des éléments d'expérience et surtout de toute l'expérience. Voilà, mais ça, on l'obtient avec une relation de confiance, avec une posture particulière. Donc voilà, il s'avère que vous êtes des acteurs les plus pertinents de la prévention, car vous faites partie du milieu de l'éducation, de l'environnement direct des jeunes. Et on sait que les études montrent que c'est vous aussi qui faites baisser les chiffres, en plus de tout ce qui est mis en place en parallèle par les mesures aussi du gouvernement. Donc, au programme de ce webinaire, nous aurons en propos introductif quelques chiffres parce qu'il faut faire un peu d'épidémiologie. Nous parlerons de posture et voilà, de savoir-être, de comment poser peut-être des questions, comment communiquer avec les jeunes. Nous parlerons bien entendu des nouveaux produits du tabac et de la nicotine. Alors, j'essaierai de vous faire une présentation assez complète même si volontairement, il y a des choses que l'on n'abordera pas puisqu'elles ne concernent pas les consommations des jeunes. Il y aura des premières pistes d'accompagnement. Comme je le disais autour de l'écran, tout le monde n'en est pas au même niveau non plus. Donc, c'est pas un public que d'infirmiers ou que d'éducs ou que de sages-femmes ou voilà. Donc, il faut aussi essayer d'harmoniser le discours et que tout le monde puisse piocher ce dont il a besoin. Néanmoins, avec l'équipe du Mois sans tabac et plus largement de la Coréade,
on est vraiment une multitude de professionnels d'accompagnement avec des compétences variées et on peut tout à fait répondre à d'autres questions ultérieurement en marge de ce webinaire. On est là aussi et ça fait partie de nos missions de vous accompagner aussi sur le terrain et de répondre à vos questions. Après tous les apports que vous aurez eus, nous aurons un temps d'échange. Après, il y a peut-être des questions auxquelles mes collègues pourront répondre au fil du webinaire, mais je vous invite à les poser à la fin pour éviter d'avoir des temps comme ça de pause dans la présentation. Alors, je vois que le nombre de messages dans le chat est important, donc je suppose que vous vous êtes présenté, donc je vous remercie déjà pour cela. Alors, le contexte en premier lieu. Alors, c'est vrai que avant d'évoquer les produits, c'est important de parler de la manière dont on en parle. Alors, c'est vrai que les adolescents sont souvent dans une logique d'expérimentation. Ils vont, ils viennent, ils testent des choses, ils testent des produits. Parfois, c'est pas évident de l'accepter ou en tout cas de l'entendre. Alors, je parle des parents, mais aussi des personnes qui sont sur le parcours de vie de ces adolescents. Mais c'est comme cela aussi qu'ils se construisent, qu'ils font des tests et qu'ils se jaugent par rapport à toutes ces expérimentations et ils en retiennent une certaine expertise, effectivement, de leur vie et de ce qu'ils traversent. Et ça, ils le revendiquent parce que c'est vraiment leur autonomie. Donc, notre posture d'adulte doit être centrée pour obtenir vraiment ben, ce qu'ils ont vécu sur de l'écoute. Alors, on va voir hein, que c'est une façon particulière d'écouter, notamment avec l'écoute active. On va d'ailleurs puiser ben, pas mal d'outils dans l'approche motivationnelle, l'entretien motivationnel. Tout cela, bien entendu, dans le respect. On va avoir une suspension du jugement hein, pour pouvoir avoir le plus d'éléments possible et surtout d'établir une relation de confiance. C'est vrai que d'interroger des jeunes en mode police interrogatoire, bon là je force volontairement le trait, mais c'est pas quelque chose qui va être ben, productif. Par exemple, au lieu de demander mais alors tu fumes, oui ou non? Alors en plus c'est une question vraiment très fermée. On peut leur demander, bah, en fait, qu'est-ce que tu penses des puffs? C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Tu en as sans doute entendu parler au lycée ou t'en as vu. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, en fait, d'une part, ça va ouvrir la discussion autour de ce sujet sans braquer et ça montre vraiment un réel intérêt pour ce que le jeune va nous répondre. C'est un peu la même logique quand finalement un jeune nous dit, vous l'avez sans doute entendu, bah, de toute façon, moi, je gère ma conso, tout est sous contrôle, plus capable d'arrêter quand je veux, mais là, clairement, j'ai pas envie. Donc, en fait, c'est vraiment cette même logique. Le jeune nous dit, ben, je gère et en plus, je suis pas dépendant. Alors, c'est vrai qu'au début des consommations, le jeune va pas ressentir de besoin de consommer, ben, peut-être en dehors des moments où il est avec ses pairs, avec ses potes, dans la cour, pas dans la cour, mais devant le collège, devant le lycée. Et ben, le soir, en fait, quand il est en famille, avec des parents, il a un petit peu switché et il est non-fumeur. Dans sa tête, il a vraiment cette identité de non-fumeur. Il n'y pense même pas jusqu'au lendemain matin ou jusqu'après le week-end ou les vacances. Mais il y a un moment où finalement, il va se rendre compte que, bah tiens, comme par hasard, il a peut-être envie d'aller piquer une cigarette dans le paquet, peut-être d'un invité des parents ou des parents eux-mêmes, ou alors aller acheter des cigarettes ou aller acheter une puff. Donc là, c'est un petit peu la petite puce à l'oreille que finalement, le contrôle commence à être un petit peu élimé, le contrôle de la consommation. Voilà. Donc, en fait, d'aller un petit peu ouvrir sur, mais en fait, qu'est-ce qui te fait penser que tu gères? Qu'est-ce qui te fait penser que tout est sous contrôle? Ben, de la même façon, on va vraiment ouvrir les échanges. On peut résumer en disant que toute interaction avec un jeune, qu'il soit consommateur ou non, finalement,
doit tenir compte du fait que, en dehors de ceux qui viennent spontanément parler de leur consommation, les jeunes rencontrés n'ont pas de demande d'aide ni de motivation pour aller changer ce comportement vis-à-vis du tabac ou des produits du tabac. Et en fait, c'est vraiment l'instauration de cette alliance qui va être basée sur la confiance, l'échange et la reconnaissance des ressources du jeune et surtout de ses capacités à changer qui vont finalement être le préalable de l'accompagnement au changement. Donc, on va dire que ce jeune doit être rendu acteur de son propre changement et ça ne peut pas lui être imposé. Mais tout comme avec des adultes, en fait. On est beaucoup plus persuadé parce que l'on a décidé soi-même que parce qu'il nous est imposé. Vous connaissez sans doute cette phrase. Donc, écouter ces jeunes sur les risques qu'ils prennent, savoir entrer en contact avec leur expérience, ça va être vraiment la base de la prévention des risques et de leur réduction. Et c'est fait de différentes façons selon les professionnels de santé qui sont sur le parcours de vie. Alors, notamment, là, c'est des différentes phrases qu'on a un petit peu travaillées avec certains professionnels. Et comme vous voyez chez ce premier professionnel à gauche, savez-vous que la dépendance survient même lorsqu'il y a des consommations occasionnelles? Alors là, en fait, l'intervenant, il ne fait qu'apporter de l'information sans même percevoir ce qui est sous-tendu et de ce que dit le jeune. Donc vraiment, c'est une posture, une attitude apathique. La deuxième personne, allez jeunes, vous croyez tout maîtriser, vous croyez tout contrôler, alors que vous êtes sûrement dépendant sans le savoir. Alors là, cette intervenante, elle est différente, mais elle va décrédibiliser la pensée du jeune et elle le positionne pas du tout en acteur, en sujet, comme on le disait précédemment. Donc là, elle est clairement antipathique pour le jeune. Dans la troisième phrase, je vous comprends, mais là, ma propre consommation, quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard. Alors là, l'intervenant essaie de comprendre, mais directement, il va se placer en fait et se centrer par rapport à son expérience personnelle au lieu de se centrer sur le jeune. Donc en fait, il est sympathique, mais ça va pas avoir l'effet escompté en fait dans la discussion et dans l'échange. Alors que, en dernier lieu, c'est ce faudrait se rapprocher un petit peu de ça. Vous pensez que vous n'êtes pas dépendant, alors avec un ton un petit peu qui descend, qu'est-ce qui vous fait penser cela? Alors là, en fait, on est typiquement sur une question ouverte et l'intervenant a bien écouté et s'est centré sur ce qui est dit par le jeune. Il montre qu'il a compris, il montre qu'il porte de l'intérêt à ça, il ne juge pas et il va encourager le jeune à préciser sa pensée. Et donc là, il est dans une attitude que l'on va nommer empathique. Donc là, pour résumer, ben voilà, pour établir une relation qui va favoriser l'expression et la reconnaissance de l'autonomie, on va éviter la confrontation, mais au contraire, on va favoriser bien entendu les échanges. On va rester dans la confidentialité, même si c'est pas toujours évident, en fonction aussi des postes que l'on occupe. On essaye de faire exprimer. Être pleinement avec la personne et à la personne, c'est aussi très important d'essayer au maximum, même si c'est pas évident, ben peut-être de pas remplir en même temps le dossier sur l'informatique, de couper son téléphone, d'essayer d'avoir un moment un petit peu suspendu, même s'il est très court, mais qu'il est qualitatif, ben en fait, c'est beaucoup mieux qu'une heure d'échange peut-être un petit peu descendant et qui ben, n'aboutiront à rien, ou en tout cas qui ne déclencheront rien chez le jeune. Et on va respecter les choix de la personne. Voilà, si la personne, elle n'a pas du tout envie d'en parler, si on sent vraiment fermée, qu'on a essayé une ou deux techniques d'entretien motivationnel, d'approche motivationnelle, ben, il faut pas aller plus loin si on voit vraiment qu'on ne peut pas savoir pourquoi cette personne est fermée. Ça ne veut pas dire qu'on va pas relancer le débat plus tard, mais il faut respecter cela.
Alors là, on vous a mis quelques conseils. Ben voilà, c'est les questions fermées. Ben évidemment, ça favorise pas l'expression, hein. Si on a du oui/non, ben en fait, ça fait vraiment interrogatoire, effectivement. D'essayer de se positionner, enfin pas d'essayer, de se positionner en position d'expert. Ben en fait, ça va mettre le jeune dans une situation complètement passive. Ça va vite le saouler, on va dire. Et ça peut générer ce que l'on appelle des résistances, en fait. Et plus nous, on va essayer de tirer d'un côté, plus lui, il va tirer de l'autre. Abuser des codes aussi jeunes, c'est pas non plus favorable. On pense parfois bien faire, mais ça peut être vraiment mal perçu et surtout finalement gênant. Et comme c'est quelque chose qu'on fait un petit peu artificiellement. Alors évidemment, c'est bien de montrer que on sait ce que sont les puffs, qu'on sait voilà plein de choses, mais suivant aussi sa position et ce qu'on est, c'est pas la peine de jouer un rôle non plus. Prendre parti pour le changement, le reproche, le jugement moral, bien entendu, on l'a remis, mais c'est vrai que ça paraît évident, mais c'est bien de s'interroger aussi sur ses propres représentations sur le tabac. Et en fait, c'est nécessaire pour éviter de stigmatiser, de banaliser ou peut-être de surdramatiser. Voilà, banaliser, c'est pas correct, mais surdramatiser non plus. Voilà, faut rester un petit peu dans un milieu. Et parfois aussi, les professionnels du soin transfèrent un peu sur leur vie avec leurs propres enfants, même si finalement c'est de l'expérience aussi, mais parfois il y a aussi des transferts, mais de l'autre côté aussi, à la maison, bien entendu, ce qu'on est dans la vie transfère aussi sur ces relations avec les jeunes peut-être de la famille. Alors, quelques notions d'addiction, voilà. Quand on parle d'addiction, souvent les personnes confondent et pensent tout de suite à un comportement excessif. Il fume trop, il sait pas se contrôler. Ah ben, il a encore rechuté, il a encore replongé. Vraiment, il a aucune volonté, aucune force mentale. Voilà. En fait, ce que l'on sait, bien entendu, c'est que l'addiction ne commence pas avec les premières cigarettes, ni avec la première cigarette, ni même avec un usage répété. L'addiction, en fait, c'est quand le cerveau change. C'est en fait quand le cerveau, il ne va plus vraiment écouter la volonté et qui commence en fait à imposer ses propres règles. C'est là qu'on va pouvoir parler de perte de contrôle. La question, c'est est-ce qu'il vous arrive de consommer plus que vous ne le voudriez? Et ça, c'est une question importante et qui va faire vraiment, qui va renvoyer des éléments très importants de l'addiction et de ce que c'est. Dernièrement, on a fait un webinaire pour les parents avec un de mes collègues, Clément, et en fait, il a utilisé une métaphore qui est assez intéressante et très simple pour parler en fait de l'addiction. Alors, l'addiction, dans ce qu'il disait, c'était inviter chez soi quelqu'un qui est sympa, mais qui finit par squatter chez vous. En fait, au début, c'est sympa, tout commence avec une rencontre agréable. Vous imaginez que vous accueillez chez vous un invité. Alors, il vous fait rire, il vous détend, il vous aide à oublier vos soucis. Il est toujours là quand vous en avez besoin, comme par hasard. On dirait qu'il devance finalement vos souhaits. Il est là quand ça va pas, quand ça va, quand vous êtes seul, quand il y a d'autres amis à la maison. Au début, c'est vrai, ce tabac va apaiser, va rendre des services, va stimuler, va accompagner. Mais il va devenir finalement votre petit refuge, quelque chose qu'à vous, qui n'appartient qu'à vous. Et puis finalement, l'invité, il va commencer à s'installer, sans demander, bien sûr. Et puis, on pense qu'on va juste pouvoir lui dire, allez, tu rentres chez toi maintenant. Mais en fait, il va revenir, il va partir, mais il va revenir. Et puis toujours plus souvent. Et puis finalement, il va prendre beaucoup de place dans la routine des personnes, dans les réponses aux émotions, dans la prise de décision. Et bientôt, il va plus rendre de service. Mais finalement, il va devenir très exigeant. Et là, il va demander des choses de manière un petit peu brutale et sévère et injonctive. Et là, c'est plus un choix. En fait, ça devient un besoin. Donc, vous voyez le switch,
besoin, envie, besoin. Et là, en fait, ben, c'est comme si le cerveau, il avait réorganisé la maison pour cet invité. Il a déplacé les meubles du plaisir, il a changé les serrures du contrôle, et c'est comme s'il avait installé des photos avec des souvenirs plaisants qui vont finalement être des déclencheurs de ce que l'on appelle le craving, les envies irrépressibles, très fortes, irrésistibles de consommer. Donc, c'est une métaphore, je trouve, qui est très intéressante pour parler de ce qu'est l'addiction et puis surtout de l'évolution. Donc, on simplifie souvent à la façon de Laurent Carilla, hein, qui est un psychiatre addictologue très connu, avec les 5 C. On va donc avoir un contrôle perdu, c'est-à-dire que la personne, elle va avoir une incapacité à appuyer sur la pédale de frein et à contrôler sa consommation. Il va y avoir la présence de craving, c'est-à-dire le désir irrésistible de consommer un produit ou de réaliser un comportement gratifiant alors même qu'on ne le veut pas, en tout cas pas à ce moment-là. Il y aura de la compulsivité avec un comportement répétitif malgré le souhait d'arrêter. Une consommation continue avec un usage régulier, même dans des situations à risque, environ sur 12 mois, hein, tout ça, et avec des poursuites de consommation malgré les conséquences. Ça, c'est le dernier C, c'est-à-dire malgré les dommages physiques ou psychologiques ou sociaux. Alors, c'est vrai que là, à l'adolescence, il n'y a peut-être pas encore de dommages physiques, bien que, en fait, on peut avoir un retard de cicatrisation, notamment des boutons d'acné. Il peut y avoir voilà, des choses au niveau du souffle, peut-être des capacités sportives, de l'endurance qui peuvent déjà s'installer. Mais voilà, ça c'est une façon aussi de pouvoir simplifier et de se rappeler de ce qu'est l'addiction. On ne va pas rentrer trop loin. Là non plus, je vais passer assez rapidement. L'addiction est une pathologie, c'est une pathologie chronique du cerveau, une pathologie de la récompense, de la régulation des émotions et de la liberté de choix. C'est-à-dire que là, le fumeur va perdre la liberté de s'abstenir de consommer ce produit ou de réaliser un comportement, et cela malgré les conséquences délétères qu'il connaît. Donc, l'addiction, en fait, c'est pas juste une question de volonté. Souvent on dit, ben oui, il faut de la volonté, bien entendu, il faut de la volonté pour impulser la volonté de changement, de s'engager peut-être dans une démarche de réduire, d'arrêter, mais c'est vraiment quelque chose qui va modifier les structures du cerveau. La nicotine, elle va agir sur le circuit de la récompense, elle va provoquer ce qu'on appelle un shoot de dopamine qui va donner une sensation de bien-être, de plaisir, de détente. Et petit à petit, le cerveau va s'y habituer et en quelque sorte, il va réclamer sa dose. Par rapport aux jeunes, il va falloir comprendre deux choses. Cette dépendance, elle va s'installer plus vite, car en fait, le cerveau est encore en construction. Il est, on va dire, très plastique, et le cerveau, on peut dire qu'il est mature vers l'âge de 23-25 ans, et on sait que tout ce qui va y entrer comme ça en quantité très jeune, que ce soit du tabac, de l'alcool, du cannabis, du porno, ça va s'y encoder très profondément. Il y a deux choses importantes à comprendre et qui font la particularité finalement de tout ce qui s'installe à l'adolescence. La première, c'est qu'il y a une activation très faible des régions corticales frontales qui sont encore immatures chez l'adolescent et qui sont impliquées dans la planification et le contrôle du comportement. Donc un contrôle très immature. À l'inverse, on a une activation très élevée de la région très profonde de l'amygdale qui est impliquée dans les émotions. Ce sont en quelque sorte les archives émotionnelles. Le stress et le conditionnement, ils sont encodés de manière très profonde. Et cette structure, elle est mature très tôt à l'adolescence, ce qui fait que toutes les émotions que les adolescents vont attribuer à cette prise de substance, par exemple, vont être encodées énormément dans le cerveau. Voilà.
Donc, en fait, ces niveaux d'activité qui sont différents vont conférer aux adolescents une vulnérabilité accrue au comportement addictif. Donc, c'est important d'avoir une posture adaptée et un discours commun pour connaître justement les aides possibles. Alors, justement, en parlant d'aide, quelques premières pistes d'accompagnement. Alors, euh, est-ce qu'on peut aller jusqu'au substitut nicotinique chez les adolescents? Eh bien oui, on peut aller jusqu'au substitut nicotinique chez les adolescents. L'AMM est notamment donné pour les patchs à partir de 15 ans. Si vous voulez savoir précisément par substitut, moi je vous encourage à aller sur l'ANSM, l'Agence nationale de surveillance du médicament, je crois que l'acronyme est celui-ci, pour aller vraiment vérifier par substitut, parce qu'il y a des substituts qui ont même reçu l'AMM à 12 ans. Ça paraît un peu jeune. Certains pas avant 18 ans, et notamment les patchs, ben, c'est 15 ans en fait. L'autorisation de mise sur le marché. Il faut savoir que les substituts sont en vente libre dans les pharmacies. Avec qui, en fait, on peut en parler? Ben, en fait, avec le médecin généraliste, avec peut-être le médecin scolaire, l'infirmier scolaire, peut-être aller en consultation jeune consommateur, en XAPA, maison des adolescents, etc. D'ailleurs, ce sont souvent des lieux gratuits, confidentiels, où le jeune peut être reçu seul ou avec sa famille, ou la famille peut également demander un rendez-vous seul s'ils ont des questions à poser. Souvent, on prescrit des patchs de nicotine, mais souvent, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Parfois, un entretien motivationnel, un entretien avec un ou une psychologue, avec des thérapies cognitives et comportementales, peuvent suffire, avec un échange de qualité, peuvent suffire à modifier aussi le comportement et engager dans le changement. Mais il faut savoir qu'on peut aller jusqu'à la prescription. L'intérêt, quand on fait la prescription, c'est qu'on n'a pas de frais à avancer. Mais il faut savoir que si le jeune part chercher ses substituts avec la carte vitale, eh bien, il y aura une trace sur le relevé de la carte vitale de l'achat de ces substituts. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir peut-être l'orienter vers une CJC qui parfois ont des stocks de patchs ou voilà, ou peut-être des façons différentes. Mais ce qui nous amène aussi à penser que dans la mesure du possible, de pouvoir intégrer les parents dans cette démarche et dans ce projet, c'est toujours le mieux. Et d'essayer un petit peu de désamorcer s'il y a une situation compliquée par rapport à ça. Les formes disponibles, je vous les ai notées là, mais c'est vrai que c'est pas une dia qui intéresse forcément tout le monde. C'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs substituts possibles. Le plus souvent, ce sont des patchs. Je vous les montre ici. Normalement, ils sont carrés, transparents, mais il y en a aussi des marrons et ronds. Ceux-là, ils sont peut-être moins allergisants, plus allergisants, pardon, parce qu'il y a de la colle sur tout le patch. Et c'est ça qui peut parfois entraîner des sensations de démangeaison, en tout cas d'intolérance cutanée. Il faut savoir, voilà, que vous pouvez tout à fait retrouver les patchs qui sont actuellement pris en charge par la CPAM à hauteur de 65% avec un complément de la mutuelle sur le site amélie.fr. Donc, les patchs de nicotine, il y a plein de dosages différents. Il y en a qui délivrent toute la journée jusqu'au matin. Il y en a qui délivrent que jusqu'à 20 heures si on les pose à 8 heures, c'est-à-dire ils délivrent sur 16 heures. Vous avez, c'est le traitement de première intention, hein. Il n'y a pas d'effet renforçant, il n'y a pas d'effet addictogène parce qu'en fait, c'est une diffusion lente et constante de la nicotine. Il n'y a pas de shoot de nicotine. Il faut changer de site chaque jour. Voilà, pour éviter en fait les problèmes cutanés, surtout si c'est au long cours. Voilà, ça c'est une peau saine, bien sûr, sans blessure et propre, et le changer une fois par jour. Adapter le dosage, ben ça fait vraiment l'objet
de nos petits webinaires de début et de base sur l'accompagnement à l'arrêt du tabac. Là, je ne peux pas revenir sur tout, mais ce qui est important, c'est néanmoins de savoir qu'il faut adapter, pardon, le dosage en fonction du tabac qui est fumé. Notamment une cigarette industrielle, ça va être 1 milligramme de nicotine, mais c'est vraiment de base, c'est approximatif, c'est voilà. Parce qu'en fait, suivant comment la personne, elle va tirer sur cette cigarette, elle peut parfois prendre beaucoup plus de produits du tabac et notamment de nicotine avec une seule cigarette. C'est notamment le cas de personnes qui essayent de diminuer sans être aidées avec des substituts. Il va y avoir ce phénomène de titration et ils vont à inhaler très fortement pour obtenir ce qu'ils avaient avant. Une cigarette roulée, on dit classiquement que c'est 2 milligrammes de nicotine environ, mais c'est 2 à 3 industriels, parce qu'en fait, mais même en termes de monoxyde de carbone, parce que la combustion se fait très mal, et en fait, il y a des paquets qui brûlent différemment que quand c'est une cigarette industrielle qui est fabriquée en fait, dans une usine classiquement. Et puis en plus, il faut tirer davantage pour avoir plus de fumée. Et souvent, la cigarette s'éteint, il faut la rallumer, etc. Malheureusement, c'est souvent un tabac vers lequel les personnes se dirigent, car en fait, il est moins cher et ils ont l'impression vraiment de fumer moins parce qu'ils fument moins en nombre. Mais en termes de bénéfices pour la santé, ben, c'est pas un bon calcul. Alors évidemment, on va pas leur expliquer ça de manière abrupte et c'est toujours intéressant de valoriser le changement qui a voulu être effectué avant de pouvoir peut-être expliquer, donner cette information. Et le joint, bien entendu, alors là, c'est beaucoup plus. On peut compléter avec des formes orales, c'est-à-dire gomme, pastille, si besoin, en plus du patch, hein. Voilà. Donc ça, c'était important de le signaler. J'avais un de mes collègues qui avait trouvé en fait l'équivalence tabac à rouler cigarette manufacturée, un calcul en fait qui était intéressant, voilà, à relever. Donc on multipliait le poids du paquet par 2,5. Voilà. Et par exemple, pour un paquet de 30 grammes, en fait, et après, on divisait, enfin, il y avait divisé par jour, pardon. Donc, en fait, pour un paquet de 30 grammes qui est fumé en 3 jours, c'était l'équivalent de 18,75 cigarettes par jour. Voilà. Donc, à peu près un paquet d'industriels par jour. Voilà. Alors, ce calcul, vous le retrouvez très facilement sur Tabac Info Service. Après, on peut tout à fait vous renvoyer cette dia si elle vous intéresse. Alors ça, c'est une dia pour vous montrer un petit peu qui on peut aller voir, vers qui orienter ces adolescents, hein, à part le médecin généraliste, mais je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Addictoclick, c'est aussi un annuaire en ligne avec par produit, par code postal, vous retrouvez toutes les ressources disponibles sur le territoire. Et puis, il y a aussi nos collègues du Mois sans tabac qui ont mis à jour toutes les ressources et vous avez donc disponible avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, on imprimait toutes les ressources par département et en fait, il y a tellement de changements et voilà que c'est compliqué de mettre à jour tout le temps et puis c'est pas très écologique d'imprimer tout ça. Donc en fait, maintenant vous l'aurez en version numérique et donc on peut aussi tout à fait vous envoyer ce lien, peut-être même que mes collègues vont le faire directement dans le chat, ainsi que le lien vers Addictoclick. Les points d'accueil et d'écoute jeunes que vous connaissez peut-être, PAEJ, en fait, ce sont des petites structures qui sont vraiment conviviales qui sont créées aussi pour le jeune et qui sont disséminées sur tout le territoire. Elles sont volontairement proches des lieux de vie des jeunes et elles sont complémentaires de la maison des adolescents. Elles vont offrir de l'écoute, un accueil et une orientation, bien sûr, aux jeunes de 12 à 25 ans et elles peuvent également accueillir, comme les CJC, les parents.
Quand aussi les adolescents ne peuvent pas se déplacer ou peut-être ne souhaitent pas, enfin en tout cas ça les intéresse pas comme proposition, il y a toujours avec un téléphone portable la possibilité du 39 89 qui est en fait disponible du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures, avec notamment maintenant aussi une possibilité pour les personnes malentendantes de pouvoir avoir un entretien avec un tabacologue. Il faut savoir que c'est toujours le même tabacologue qui prendra en charge la personne. À la différence que, en fait, il ne peut pas envoyer d'ordonnance pour avoir, par exemple, des substituts nicotiniques, mais ça peut être intéressant, notamment pour un jeune, où peut-être le substitut sera pas forcément nécessaire, avec plutôt une écoute, avec quelqu'un avec qui il a un rendez-vous comme ça régulièrement et avec qui il peut avancer. Donc, ce sont vraiment des tabacologues. Alors, il faut savoir que pour le mois sans tabac, ils mettent les bouchées triples pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Il y a aussi une application, un site, etc. Vous avez aussi Drogue Info Service qui, lui, a des horaires un peu plus tardifs le soir. Je crois que c'est jusqu'à 22 heures. Mais c'est vraiment quelque chose qui va être aussi gratuit, anonyme, avec aussi la possibilité pour Tabac Info Service d'avoir un accompagnement également en nutrition diététique. Donc ça, c'est très intéressant aussi, surtout quand la prise de poids va être un frais va être un frein pour se lancer dans l'arrêt. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, donc je n'y reviens pas. Je ne savais pas trop où caser cette diapositive, donc je l'ai mise là, mais c'est vrai que c'est important aussi de rappeler que tout ce qui a permis de faire baisser les chiffres aujourd'hui du tabac, c'est aussi la dénormalisation de ces produits du tabac. Donc c'est vraiment une question de normes sociales et plus on voit des gens fumer, plus on considère que c'est normal et à l'inverse, moins on en voit plus c'est dénormalisé. Donc, vous savez que depuis le 1er juillet 2025, il y a une augmentation des espaces sans tabac pour protéger l'environnement et pour réduire l'exposition à la fumée des plus jeunes et inciter évidemment à l'arrêt, puisque sur tous ces espaces, on va apposer en parallèle, bien sûr, une aide, hein, parce que il ne s'agit pas d'interdire et de rien proposer. On sait que c'est nécessaire. Et puis aussi un petit point sur le tabagisme passif, ultra passif. Le tabagisme passif, c'est celui auquel on va être exposé en inhalant la fumée de tabac quand on est à côté d'une personne. Et le tabagisme ultra passif, ça va être l'exposition dans une pièce ou un véhicule un petit espace, hein, comme effectivement une voiture, aux produits chimiques de la fumée du tabac qui se sont finalement fixés dans les tissus, les murs, les meubles, les tapis, même les cheveux ou la peau aussi des fumeurs et qui en fait vont rester et qui sont relâchés dans l'air ambiant au cours des jours, des semaines et des mois qui suivent cette consommation. Donc vous avez un flyer de Santé publique France qui vous explique très bien tout ça. D'ailleurs, j'ai pas mis la dernière version. Ça, c'est pas la dernière version à gauche. Et à droite, c'est une infographie de Demain sera non-fumeur, qui est un site où vous pouvez retrouver pas mal de questions sur la législation. Si vous avez d'ailleurs une problématique dans votre environnement, vous pouvez poser la question à DNF. Ils vous répondent toujours. Et puis d'ailleurs, ils ont toutes les archives des questions et réponses données. Et puis, ils ont beaucoup d'infographies qui sont assez bien faites qui sont pas encore mises à jour par rapport justement aux dernières réglementations. Voilà. Mais à droite, notamment, vous avez l'infographie tabagisme passif et ultra passif. Donc, c'est DNF. Donc, vous pouvez télécharger le PDF et le garder en numérique ou l'imprimer, le plastifier peut-être, si vous avez des ateliers à préparer. Alors, connaître et identifier les nouveaux produits de l'industrie du tabac et de la nicotine. Donc déjà, on va commencer aussi cette partie avec une bonne nouvelle, c'est que le tabac recule et notamment recule chez les jeunes. Donc, je ne sais pas si vous le savez, quand vous cherchez des chiffres qui sont issus en fait d'enquêtes vraiment sérieuses et officielles, vous avez le site de l'OFDT, l'Observatoire des drogues et des tendances, qui mène notamment plusieurs enquêtes.
Pour les jeunes, il y a deux enquêtes très importantes. La première, c'est l'enquête Escapade, qui est l'enquête sur la santé et les consommations lors de la journée d'appel et de préparation à la défense, qui va questionner les jeunes, c'est un questionnaire auto-administré, les jeunes de 17 ans, sur leur consommation de produits psychoactifs et sur leurs conduites addictives. En fait, donc, la dernière enquête, je crois que c'est tous les 4 ans, et la dernière enquête, elle date de 2022. Donc là, vous voyez, les chiffres, ils sont un petit peu en petit. Je ne sais pas si vous les voyez. Ce qui est sûr, c'est que les jeunes fument de moins en moins. On a aussi remarqué que depuis 2014, il y a une forte diminution grâce à tous les plans nationaux sur la réduction du tabagisme national. Il y a des études qui laissent penser aussi que la vape a également joué un rôle sur cette diminution, voire même est un concurrent de la cigarette et non une porte d'entrée. Mais ça, on va y revenir. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs événements qui se sont comme ça succédés et qui ont permis en fait cette chute du nombre finalement de fumeurs et de jeunes qui fument. Notamment depuis 2005, l'interdiction de fumer dans les trains, dans les avions. En 2006, ça a été dans tous les lieux publics. 2009, c'était l'interdiction de vendre des produits du tabac aux moins de 18 ans. 2010, il y a eu toute cette campagne avec les images complètement choc sur les paquets de cigarettes. À partir de 2011, on a commencé à augmenter le prix du tabac. 2015, l'arrivée du paquet neutre. 2016, ça a été la nouvelle loi de modernisation du système de santé a permis en 2016 d'élargir les prescripteurs. Donc, notamment les masseurs kinés, les sages-femmes, entourage de la femme enceinte ou accouchée. Nous avons les dentistes, les infirmiers, voilà. Donc, les médecins, notamment les médecins du travail aussi, peuvent prescrire. Et en 2018, eh bien, en fait, il y a eu le remboursement à hauteur de 65% par la CPM avec un complément par la mutuelle. Et ça a été une avancée énorme parce qu'avant, il y avait un forfait de 150 euros par an. Donc 150 euros, c'est pas beaucoup, surtout pour nos gros fumeurs. Voilà. Donc là, on voit que les chiffres baissent, hein. Par exemple, je vous donne des chiffres au hasard. Le tabac, l'expérimentation, en 2000, on était à 76,6% à l'âge de 17 ans. En 2022, 46%. Dans le mois, en 2000, 50%. 2022, 25%, de moitié. Tabagisme quotidien en 2000, 41%. En 2022, 15%. Et après, le tabagisme dit intensif, c'est-à-dire plus de 10 cigarettes par jour, on est à 3,7%. Voilà, donc c'est des chiffres dont on peut vraiment se réjouir, et notamment en 10 ans, voilà, je vous avais rajouté 4 millions de fumeurs quotidiens en moins. Donc ça, je viens de vous le dire, je ne vous le redis pas. Deuxième enquête importante, c'est une enquête européenne cette fois-ci, qui a interrogé des jeunes de 16 ans dans 37 pays européens. Elle s'appelle l'enquête ESPAD et elle a été réalisée en 2024. Donc c'est une enquête en milieu scolaire, voilà, et en fait, elle interroge plus de 115 000, je crois que c'est ça, 114 000 jeunes âgés de 16 ans. Et donc là, on voit qu'en fait, la France se cale dans un des meilleurs pays européens, puisque à l'âge de 16 ans, on a donc 3,1% donc de jeunes qui fument et on est parmi donc les taux les plus bas. Voilà, donc là, je vous ai remis ça. C'est intéressant de le voir. Ce sont des baisses importantes qui sont observées dans la plupart des pays. Mais vraiment, en France, on est passé et on fait partie dorénavant de la dizaine de pays, principalement nordiques, dont le niveau de tabagisme quotidien est inférieur à 5%.
Ça, c'est des chiffres intéressants aussi parce qu'on voit là en 2022, c'est la répartition annuelle du nombre d'appels en fait au centre antipoison en fait d'exposition de mineurs exposés à un risque d'intoxication à la nicotine. Donc on voit que là par exemple on a en 2022 c'est 90 appels pour des sachets de nicotine, qui a alerté bien sûr le comité national contre le tabagisme qui a œuvré et on va en reparler plus tard. On va maintenant faire un zoom sur les systèmes électroniques de délivrance de la nicotine. On les appelle, vous avez peut-être entendu parler de ce mot, les SEDEN. Voilà, c'est l'acronyme pour Système électronique de délivrance de la nicotine. Donc, en fait, c'est des systèmes qui sont apparus, ont été créés plutôt et développés dans les années 2000, on va dire, avec une apparition réelle en France un petit peu avant les années 2010, en fait, est finalement un mode de consommation de vapeur qui contient de la nicotine ou pas, d'ailleurs, mais on va en reparler. Avant de commencer, c'est vrai que aujourd'hui, ben, le thème de ce webinaire Moi sans tabac, c'est vraiment une sensibilisation. Et malheureusement, c'est vrai que tous les débats qui sont actuellement autour de la vape, et il y en a tous les jours. Le dernier en date, là, c'est un professeur de renommée d'origine grecque, je crois, qui vient d'être accusé d'avoir été grassement payé par l'industrie du tabac. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de troubles autour des produits de la vape et des produits du tabac chauffé et des produits pour les jeunes que sont notamment les puffs, les sachets de nicotine, etc. Donc, c'est pas évident de s'y retrouver, c'est pas évident d'adopter une posture et de se dire que, ben voilà, il faut penser ça. C'est vrai qu'on est toujours entre plusieurs feux entre ben, le Haut Conseil en santé publique qui donne des recommandations. On est entre eux aussi la réalité du terrain avec une volonté de réduction des risques et des dommages et aussi une reconnaissance de l'outil vraiment très efficace qui est la vape avec de multiples études qui le montrent, mais aussi on est contre, bien évidemment, l'industrie du tabac qui va proposer et marketer et aller contourner la loi pour proposer des choses toujours plus addictives et qui vont réellement accrocher le cerveau des plus jeunes en espérant qu'ils deviennent des consommateurs sans doute de tabac aussi. Donc c'est pas évident, j'essaye de résumer, mais c'est vraiment très compliqué actuellement comme paysage autour de tout ça. Alors, moi, je vous ai proposé aussi de pouvoir un peu de publicité pour nous aussi, d'aller voir un rendez-vous de la Coréade que vous retrouverez très facilement sur notre site et notre chaîne YouTube, qui était en fait le résultat d'une étude qui a été menée par de nombreux experts de la Société francophone de tabacologie qui ont fait appel à une structure qui a fait avec une méthode particulière, Delphi, des consensus. Ils ont étudié ben, plein de propositions et ils ont dit oui, il y a consensus ou non. Et en fait, il y a eu comme ça plein de résultats. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce rendez-vous qui est vraiment passionnant. Voilà. Et puis, il y a aussi Association Addiction France qui aussi a donné la parole au professeur Amine Benyamina, où vous pourrez aussi avoir son avis. C'est vrai que, il y a aussi une loi qui a été promulguée en juin 2023 qui interdit aussi aux influenceurs, notamment aux influenceurs numériques, on va dire, hein, TikTok, Instagram, etc., de faire de la promotion des produits de la nicotine. Et c'est vrai que tous les experts devaient à un moment pouvoir se retrouver et donner aussi une posture et des éléments pour pouvoir se positionner. Et donc, ils l'ont fait dans ce document qui a été publié. Nous, on en a fait un rendez-vous. Ils se sont vraiment appuyés sur cette méthode scientifique qui a été vraiment éprouvée pour formaliser donc ce consensus d'experts. Et le verdict est qu'ils reconnaissent en fait que la vape constitue un outil efficace pour le sevrage tabagique
qui doit rester néanmoins le plus transitoire possible, car en fait, comme le dit Monsieur Cornu, le professeur Cornu, j'espère que je n'écris pas son nom, euh, tout vaut mieux pour un fumeur que de fumer, en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'il va rester un risque résiduel avec la vape, mais on ne sait pas si le risque il est là ou il est là, mais en tout cas, il est en dessous. Voilà. C'est-à-dire que ce membre du conseil d'administration de la SFT, il est quand même aussi enseignant à l'université de Lausanne. Il affirme que la vape offre une porte de sortie du monde du tabac et il considère que le rapport bénéfice-risque de l'utilisation de ces vapes dans le cadre de l'aide au sevrage est favorable et que selon toutes les données actuelles que l'on a, elle est efficace pour le sevrage tabac, en tout cas, avec une abstinence de 6 mois au plus. Et on sait que les fumeurs vont se diriger spontanément vers cette vape. Il y a aussi tout un, plein de choses autour de la vape, avec peut-être un plaisir aussi à essayer d'arrêter de fumer, de s'approprier ça, voilà, peut-être plus aussi, mais ce qui n'empêche pas de complémenter avec des patchs dans l'arrêt du tabac. Voilà. Donc, en fait, c'est un résumé, mais je vous invite vraiment à aller aussi vous faire votre avis, essayer de piocher des choses, parce que ça fait partie aussi de nos missions et tout va tellement vite qu'il faut vraiment essayer de s'informer au plus. Donc ça, vraiment, c'est le schéma classique et plus ou moins vieux de création de cette vape et de développement avec les trois parties, l'embout, le cléromiseur et la batterie, voilà, qui permettaient en fait, avec une résistance, de chauffer le huile liquide qui va à un moment donc produire de la vapeur. Voilà. Évidemment, c'est beaucoup moins toxique que la cigarette parce que en fait, il n'y a pas ça ne brûle pas, donc il n'y a pas de production de monoxyde de carbone. Alors après, bien sûr, il faut aussi observer en fait quelques règles d'utiliser des liquides qui doivent être certifiés NF, essayer en fait d'entretenir son matériel et parfois d'ailleurs ça fait aussi le plaisir des anciens fumeurs mais qui ne correspond pas finalement forcément aux attentes des jeunes. On verra d'ailleurs pourquoi. Et c'est vrai qu'on a tous en tête peut-être les exemples de décès qu'il y avait eu aux États-Unis avec des e-liquides qui avaient été utilisés, mais qui étaient non appropriés, avec notamment des huiles qui étaient dans ces e-liquides et ça avait provoqué des pathologies respiratoires très graves, bien entendu. Rapidement, trois formes de sédène, il y en a même, on va dire en tout, il y a à peu près 5 générations, hein. Voilà, donc à gauche, c'est vraiment le truc hyper classique, le tube, vous voyez, qui est assez vilain, enfin vilain, non, non, c'est pas bien de dire ça, qui est assez voilà, classique, tout simple, on va dire, grande capacité, rechargeable, mais avec un entretien qui va être nécessaire. Au milieu, en fait, on a fusionné ce qu'on appelle le cléromiseur et l'embout avec donc dedans de quoi mettre du liquide. Et en fait, c'est un peu comme une clé USB. C'est assez petit et il y aura une résistance qui est moins puissante pour permettre en fait de pouvoir consommer des liquides avec des sels de nicotine. Je vous expliquerai un petit peu plus loin ce que c'est. L'avantage, en fait, c'est facile d'utilisation, les recharges faciles et en fait, le prix aussi est moins important. Et puis à droite, vous avez aussi ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui va être dernière génération, avec notamment les puffs qui représentaient, je dis représentaient, puisque maintenant elles sont interdites depuis 2025, un tout en un qui était vraiment jetable parce qu'elle ne se rechargeait ni en liquide ni en batterie. Voilà donc qui a été vraiment marketé pour les jeunes. Alors rapidement, là vous avez la cigarette qui apporte des shoots de nicotine, parce que le trajet dans les poumons, vous le savez, ça arrive très vite au cerveau, moins de 10 secondes, parce que ça suit le trajet de la fumée avec toutes les alvéoles au fond de l'arbre bronchique, avec une multitude
de surface d'échange. Et puis la vape qui, alors avec aussi un taux de nicotine qui va baisser très vite. Et en fait, lorsque la personne elle va vapoter, en fait, les récepteurs à la nicotine qui sont dans le cerveau vont être moins stimulés et petit à petit ils vont finir par plus fonctionner, ils seront pas renouvelés en fait. Donc, ce qui est maintenant conseillé, c'est de vapoter finalement en petite quantité, c'est-à-dire avec des aspirations, on va dire, moins importantes en volume et moins longtemps qu'une cigarette, mais peut-être plus régulièrement pour éviter d'entretenir la stimulation finalement des récepteurs de nicotine comme avec la cigarette. Voilà. Donc, le fait que la vape puisse présenter un risque d'évolution vers le tabagisme, ben ça, comme je vous l'ai dit précédemment, ça fait encore l'objet de nombreuses discussions, de nombreux débats. Voilà, donc c'est moins addictogène. Voilà, donc je vais passer rapidement pour vous montrer ce qu'il y a. Dans les liquides, il y a de la glycérine végétale, qui est une substance qui est un peu visqueuse, qui va permettre de créer ce fameux nuage de vapeur. Et le liquide, en fait, il a une grosse proportion. En fait, ça va nécessiter d'avoir un support de système électronique adapté, vous voyez, parce que sinon, ça va détériorer en fait la résistance. Plus le taux, en fait, alors le propylène glycol, c'est le support des arômes et de la nicotine, et c'est ce qui va être responsable en fait du hit. C'est vraiment la contraction là quand la fumée elle passe là par la trachée, le fumeur il sent un truc là qui se contracte. Et c'est ça que l'on appelle en fait le hit. Donc plus le taux de propylène glycol est important, plus le hit, ou alors on l'appelle aussi le throat hit, de la nicotine est renforcée. Voilà. Ensuite, vous avez la nicotine qui doit être normalement, les recommandations, c'est 20 milligrammes par millilitre. Vous avez les arômes. Alors là, il y en a pour tous les goûts. Il y a quatre grandes familles d'arômes. En fait, il y a les arômes tabac, les arômes de fruits, les arômes plus ou moins gourmands et les arômes un peu plus frais avec notamment tous les mentholés, etc. Vous avez d'autres produits dedans, notamment l'eau, de l'alcool, des exhausteurs de goût, des additifs qui vont permettre, en fait, quand ils sont utilisés en petite quantité, d'ajuster les saveurs, par exemple, de sucrer un produit ou de l'arrondir, etc. Voilà. C'est important, parfois on nous demande, mais comment on fait pour savoir quelle quantité de nicotine est vapotée? Donc, déjà, il faut savoir qu'une cigarette, c'est à peu près 15 bouffées. On va dire qu'une vingtaine de cigarettes, c'est 300 bouffées. Donc, pour le vapotage, il faut noter le volume vapoté par jour avec la concentration. Voilà. Par exemple, 2 millilitres de huile liquide, ça représente à peu près 600 bouffées. Donc, si votre patient, il vape 2 millilitres de huile liquide, il va vaper 20 milligrammes par 20 millilitres par jour, ce qui représente 40 milligrammes de nicotine par 24 heures. Même si une cigarette est égale à 1 milligramme de nicotine, là, c'est pas 40 milligrammes, c'est pas deux paquets en termes de toxicité de tabac, c'est juste en termes de nicotine. Voilà. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et on va dire que le vapofumage, c'est-à-dire de fumer et de vapoter en même temps, ben, c'est assez déconseillé parce qu'en fait, ça va être l'exposition régulière au tabac qui a un impact et en fait pas le nombre de cigarettes. Donc en général, les personnes elles vapent pour diminuer le nombre. Quand elles fument, déjà elles vont tirer davantage parce qu'il leur a manqué des choses quand même dans la journée au moment où ils ont vapoté et en fait ça va faire en fait un peu voilà, ça ne va pas réduire le risque. En fait, ça va au contraire l'augmenter. Donc ça, je vous ai remis là, mais je vous en ai déjà parlé. Le HIIT aussi, je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est important de le rappeler. Les arômes, donc certains sont plus toxiques que d'autres. Alors actuellement, il y a une grosse polémique, je vous le montrerai sur la diade après avec le popcorn, mais qui est un petit peu en pause parce que aussi la polémique avait été soulevée par ce fameux professeur grec. Donc pour l'instant, là, comme depuis hier soir, il est un petit peu dans le radar. On va un petit peu mettre en pause tout ce qui a été dit. Il existe des normes AFNOR, donc on va se diriger vers celles-ci.
Et c'est important aussi ben, que la personne elle puisse trouver la vape qui lui convient. C'est important d'avoir des dégustations, on va dire, parce que ce qui va être important aussi, c'est que ce sont des outils qui vont pouvoir apporter du plaisir. Et donc, c'est toujours plus intéressant ben, d'arrêter aussi avec du plaisir et être moins dans quelque chose de douloureux. Voilà. Donc, on va différencier les arômes qui sont dans les vapes aussi ben, des goûts qui sont clairement créés pour attirer les jeunes. Ça, c'est évident. Alors, donc la toxicité, bah, il y a un point d'interrogation sur le fait que ce soit des perturbateurs endocriniens, mais on attend des résultats de données cliniques qui sont actuellement en cours. Ça va dépendre aussi du mode de création, de la température à laquelle le liquide est chauffé, parce qu'en fait, le propylène glycol et la glycérine végétale peuvent former ce que l'on appelle des formaldéhydes. Donc, on va éviter le surchauffage et de mettre un voltage maximum. On entretient la bestiole, enfin le matériel, et puis on essaye d'être regardant quant à la qualité des liquides. Voilà, ça c'est important. Donc c'est vrai que l'arôme popcorn, ben, c'est en fait c'est une rumeur qui ressurgeait très régulièrement avec notamment la vape qui contiendrait avec ses arômes du diacétyl. Voilà, donc c'est quelque chose que volontairement j'ai pas développé ici, mais je m'engage à vous trouver des articles pour vous amener des éléments parce que pour l'instant c'est aussi en pause. Il y a aussi ce que l'on appelle la maladie du popcorn. Là, c'est encore différent et c'est une pathologie, on va dire, respiratoire. Donc ça, je vous l'ai expliqué. Le booster de nicotine, eh ben, en fait, c'est un produit nicotiné que les personnes qui vapent vont acheter et ajouter à leur propre préparation quand ils font ça en do it yourself, hein, quand ils font leur propre cuisine pour obtenir un dosage sur mesure. Voilà, donc c'est présenté dans des flacons de 10 millilitres et qu'on va ajouter au ratio de ce qui est déjà dans la vape et ça va vraiment booster ce qu'il y a aussi dans la vape. On en vient maintenant à la puff qui nous intéresse énormément. Donc, puff, ça veut dire quoi? Ça veut dire bouffer en anglais. Et on peut appeler ça aussi une taf. Donc, la puff, elle a été créée en 2019 par deux Californiens. Je ne sais plus comment ils s'appelaient, mais ils étaient co-PDG, les deux, d'une société qui s'appelait Puff Bar. Et la Puff a connu vraiment un franc succès aux États-Unis et quand elle est arrivée sur le marché français également en 2020. Donc, elle représente bien plus de 50% du marché de la vape actuellement. Donc en fait, cette puff, pourquoi elle a rencontré un franc succès, notamment ben, chez les jeunes quand elle est arrivée? Eh bien parce qu'en fait, ben, l'étude marketing a été extrêmement bien réalisée et elle correspondait vraiment à toutes les attentes des jeunes qui voulaient un produit vraiment qui personnalise et qui était représentatif de leur génération avec des couleurs, des saveurs vraiment très variées, mais souvent des saveurs un peu incroyables, un peu décalées, comme de saveurs licorne, etc. Enfin, il y a toutes les saveurs possibles, qui sont des saveurs qui rappellent souvent la douceur de l'enfance ou au contraire des choses. Enfin, tous les univers sont vraiment représentés. Je pense que maintenant, vous connaissez un petit peu. Je vous engage, si vous ne connaissez pas du tout, à aller par curiosité sur un site. Je ne citerai pas de marque ou en tout cas de site pour acheter des liquides de vape. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous allez vous balader, vous allez voir l'immensité des propositions qui sont faites dans cette industrie-là. Donc, depuis le 26 février, elles sont interdites à la vente, à la fabrication, à la consommation. Alors, évidemment, il y a un marché parallèle qui existe, hein, faut pas se fermer les yeux. Il y a aussi la possibilité d'en acheter bah, sur on va dire le dark web, ou enfin voilà, des choses un petit peu en parallèle ou du marché parallèle aussi de rue. La puff, c'est quoi? Donc, c'est quelque chose qui est entièrement automatisé. Il n'y avait pas de bouton pour allumer
ou déclencher la cigarette électronique. En fait, vraiment, tout était déjà préétabli. C'est quelque chose qui était, ben, comme je vous disais, avec un marketing très agressif et très ciblé, très pointu sur toutes les attentes des jeunes. Donc là, notamment, c'était au début en plus des puffs, hein. Donc dans une trousse de jeunes, il y avait là, il y a trois ou quatre puffs. Donc comme ça, on les voit pas forcément. Donc quand on est comme ça dans le parcours de vie des jeunes, on voit pas forcément qu'ils consomment des puffs parce que déjà on les reconnaît pas. Et puis en plus, quand elles sont consommées, ben, peut-être dans des endroits tels que la chambre ou peut-être des couloirs de lycée ou etc. Mais en fait, au pire, vous avez peut-être de l'odeur de cerise, pastèque. Bon, maintenant, on y est un peu plus habitué. On peut le repérer, mais avant, bah, au pire, ça sentait le fruit, ça sentait un déo peut-être à la pêche ou à la framboise, mais en tout cas, on pensait pas forcément à une puff. Donc pendant un petit moment, je pense qu'elle a été réellement largement répandue sans qu'on s'en rende compte forcément. Donc, en fait, le plus souvent, elles ont une teneur en nicotine de 2%. Voilà, la législation européenne interdit toutes les vapes ayant une teneur en nicotine supérieure à 20 milligrammes par millilitre. Voilà, donc en fait, elles sont dans cet ordre-là également aussi. Sauf que, ben, en fait, comme vous le savez, il y a vraiment des choses qui sont apparues depuis et qui augmentent la teneur en nicotine, mais je vais vous en parler plus tard, je ne vais pas vous spoiler. Donc, ce sont des produits qui sont interdits aux moins de 18 ans. Ils ont profité un petit peu d'une absence de législation précise, hein. Chaque fois, c'est pareil, hein. Ils s'engouffrent comme ça dans une brèche pour pouvoir ben, installer leurs produits. Puis quand ils sont interdits, ils ont déjà réfléchi en amont à d'autres possibilités. Donc, notamment, ben, depuis février 2025, vous avez exactement les mêmes puffs qui sont proposés sur le marché, mais cette fois-ci, ben, on les recharge. Voilà. Donc, ils ont un petit peu contourné la loi. Donc, toujours plus. Alors, effectivement, tout à l'heure, je vous parlais de 600 bouffées. Donc là, vous avez par exemple à gauche une 9K qui est l'équivalent de 9000 bouffées, ce qui représente à peu près 18 paquets de cigarettes pour un prix d'une quinzaine d'euros, avec ben, notamment un bout qui s'allume dans le noir, vous voyez, quand la personne va tirer sur cette vape. Donc là, typiquement, c'est aussi des petits détails marketing qui vont vraiment attirer les jeunes. Donc là, vous voyez les puffs avec le système pour les recharger. Une autre aussi, on va dire, astuce de l'industrie du tabac. Donc, deux systèmes. Pourquoi choisir finalement entre la pastèque et le melon? Ben, on va aimanter une pastèque, un melon. Voilà, c'est des dispositifs qui s'assemblent comme ça par un système aimanté. Donc, vous mélangez les goûts, mais vous additionnez aussi ce qui va être fumé. Et puis bah, là, il y a aussi, par exemple, une petite particularité, une vape où il y a notamment un jeu électronique. On peut jouer tout en vapotant. Voilà. Donc, c'est aussi des petites subtilités que je vous ai notées. Quels vont être les risques? Eh ben, au-delà du problème écologique, hein, parce que les puffs étaient jetés n'importe où, voilà. En fait, la stratégie marketing impressionnante qui est déployée va être vraiment ciblée adolescents, avec vraiment ben, un moment des influenceurs qui ont été payés, rémunérés pour puffer, pour faire des concours de vapeur, etc. Et en fait, ils vont utiliser les réseaux sociaux, même si normalement on ne peut pas directement, en tout cas, faire de promotion. Donc là, comme par hasard, les produits sont toujours présents, mais un petit peu comme le tabac au cinéma, hein, de manière un petit peu comme ça en passant. Et puis, ça va aussi faire que il va y avoir des schémas de pensée qui vont pousser les jeunes à consommer pour aller gérer leurs émotions et non pas avoir la possibilité finalement de développer en eux des ressources pour ben, se confronter aussi aux difficultés et essayer de résoudre ainsi les problèmes. Et puis, comme on le disait au début, ben, c'est l'exposition d'un cerveau immature à la nicotine. Et puis, c'est aussi ben, ancrer dans son cerveau des habitudes de ben, mon argent de poche, ben, je l'utilise pour aller acheter ça et c'est mon rituel. Et il y avait, on avait relevé comme ça des phrases aussi d'adolescents qui étaient effrayantes.
avec des ados, notamment des filles, qui se passaient de dessert à la cantine de leur lycée pour aller ben, puffer une puff peut-être, je sais pas moi, ananas ou je vous dis n'importe quoi, un goût de dessert. Non seulement parce qu'elles faisaient attention à leur silhouette, elles avaient remarqué que ben, en fait, elles avaient des sensations de sucre et de plaisir avec cette puff qui était presque l'équivalent, on va dire, d'un dessert. Donc, c'est des choses qui s'inscrivent comme ça aussi dans le cerveau. Un risque que je n'ai pas noté ici, mais qui vaut pour tous les produits du tabac, de la nicotine, voilà, c'est que il ne faut pas laisser traîner son matériel, quel que soit ce que l'on consomme, parce que ça peut être ingéré accidentellement par des enfants, par des animaux, etc. Donc ça, c'est un problème aussi qu'il faut vraiment avoir en tête. Dans les conseils de réduction des risques, ben, c'est toujours pareil, on va privilégier des dispositifs sans nicotine. On va éviter au maximum de consommer si on n'était pas fumeur. On va s'informer parce que prendre de l'information, c'est vraiment avoir des éléments en tête pour développer un esprit critique par rapport à sa consommation, par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on voit sur les réseaux, par rapport à la pression d'un groupe. Et puis, on va éviter évidemment de jeter tous ces dispositifs n'importe où. Au mieux, on les ramène en fait dans des boutiques de vape pour pouvoir être recyclés. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, donc je reviens pas dessus. Un petit zoom sur la chicha, même si c'est pas un nouveau produit du tabac, c'est quelque chose qui est consommé et qui est souvent un petit peu pas jugé à sa valeur de toxicité. C'est-à-dire que souvent elle est consommée et puis on nous dit mais non, mais c'est que du goût. Et puis de toute façon, il y a un vase avec dedans on met de l'eau et puis ça filtre en fait la fumée. Donc il y a tous les mauvais produits du tabac qui restent dans l'eau. Alors non, pas du tout. L'eau, elle va être là juste pour refroidir la fumée, ce qui va avoir un effet inverse, parce que la fumée étant beaucoup moins chaude, on en inhale davantage. Si elle était brûlante, ce serait différent. Donc, comment c'est composé? Ben, en fait, vous avez comme ça un vase avec de l'eau, avec un tube là qui est plongé dedans et avec ben, notamment un endroit où vous allez mettre du charbon, du papier d'aluminium et par-dessus, vous allez mettre cette espèce ça s'appelle le tabamel, qui est un mélange de tabac et de mélasse, voilà, qui est un mélange de sucre, on va dire, de tout ça. C'est quelque chose de très particulier. Voilà. Et donc, les risques sont identiques, voire supérieurs. Il y a également maintenant un marketing axé jeune, notamment ben, sur tout ce qui va être bar à chicha, etc., mais également la forme des chichas. Parce que souvent, quand je fais des formations, on me dit, ah, mais oui, mais c'est joli, les chichas. Ça me rappelle quand je suis allée au Club Med en 90, je sais pas où. En fait, non, les chichas qu'achètent les jeunes, alors la plupart, hein, elles ressemblent plus à ce que je vous ai montré là sur la petite photo, ou alors c'est en forme d'arme ou de crâne qui s'allume en rouge quand on tire dessus. Ça ne ressemble pas du tout à la petite chicha traditionnelle, classique. Voilà. Il faut dire que l'eau retient une fraction de la nicotine, ce qui va inciter le fumeur à inhaler plus profondément. Et en fait, ça va aller plus loin dans les alvéoles pulmonaires. Il faut savoir aussi, ben ça je vais vous parler dans la prévention des risques, voilà, c'est un vecteur aussi de maladie. Ça, c'est des chichas électroniques, mais franchement, je vous les ai mis pour votre information, mais vraiment, je pense qu'elles sont très chères et c'est pas des jeunes qui vont aller consommer, acheter peut-être ces chichas électroniques. Mais il faut savoir que ça existe et que ça va vraiment réduire les risques par rapport à tout le côté combustion, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de combustion. Le foyer est énorme dans une chicha, hein. Alors, des conseils de réduction des risques par rapport à la chicha. Alors, ça va être notamment concernant les techniques de combustion. On va aller répartir les braises sur le foyer. On va éviter d'utiliser
des charbons à allumage rapide, là, comme pour les barbecues. On va préférer du charbon de bois naturel. On va éviter aussi d'aller prendre des feuilles d'aluminium dans la cuisine, dans le tiroir de la cuisine. Et il vaut mieux acheter, si c'est possible, des feuilles plus épaisses qui sont vendues dans des boutiques spécialisées, type des street shops. Les techniques d'inhalation, la façon dont c'est consommé, on va essayer de ne pas tirer et d'avaler profondément la fumée. On va limiter le temps d'exposition, hein. Souvent, bah, en fait, ils font des longues sessions. Ils font des sessions parfois dans des environnements assez fermés, bah, notamment dans les voitures. Ils font des aquariums. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Pardonnez peut-être mon vocabulaire d'antan, mais nous, on appelait ça des aquariums, c'est-à-dire très fermés où on prend le plus de produits possible. Et puis, utiliser seulement de l'eau dans le réservoir et la changer très souvent, ça c'est important. Et faire attention à des usages un peu déviants, tels que remplacer l'eau de la chicha, notamment par de l'alcool fort, comme par exemple de la vodka, du gin, de la tequila, etc. Parce que vous vous rendez compte que ça va faire des vapeurs brûlantes qui arrivent dans les poumons. Et le lait aussi, parce que alors souvent c'est utilisé pour faire des jeux de volutes. C'est très visuel, c'est très artistique, c'est très esthétique, mais c'est pas bon non plus dans les poumons. Voilà. Et pensez à avoir aussi un embout personnel à utiliser ben, en fait que pour soi. Voilà. Et ça aussi, normalement, c'est donné gratuitement dans les boutiques spécialisées. Ben, vous voyez, dans une classe, quand vous faites un temps de sensibilisation, vous leur dites, est-ce que vous passeriez un chewing-gum dans toute la salle? Non, ils font des grands cris, ah mais c'est dégueulasse. Voilà, ben, un embout, c'est pareil, c'est personnel. Parce que là, on a vu qu'il y a des recrudescences de mononucléose infectieuse, de BK, d'hépatite, de Covid, de boutons, d'herpès, etc. Voilà, tout ça parce que les embouts, ils passent de bouche en bouche, en fait. Ne pas oublier que la chicha peut entraîner des reprises de consommation, hein, si on a déjà arrêté de fumer. Ne pas laisser traîner son matériel, ça c'est valable pour tout. Ce qui est valable également pour tout, c'est qu'on va éviter de consommer des produits du tabac 2 heures avant et 2 heures après un effort physique, la pratique d'un sport, du foot, du rugby, aller à la salle, etc., pour éviter en fait les troubles cardiovasculaires. Et ça, c'est vraiment les recommandations, les règles d'or de la Fédération française de cardiologie. Vous pouvez aller sur leur site pour justement télécharger tous ces conseils et ces règles d'or. Alors, le Hit Not Burn, je vais passer car en fait, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas acheté par les jeunes. Voilà, donc c'est pas la population cible. Maintenant, on va zoomer sur le tabac dit oral, c'est-à-dire tout ce qui est consommation de nicotine par la bouche, par voie orale. Il faut savoir que depuis peu, il y a un décret qui va être mis en application en mars 2026 et qui va interdire la fabrication, l'importation et la mise sur le marché et l'usage des sachets, des gommes de nicotine. Alors, c'est pas les gommes de nicotine traitement de substitution nicotinique, hein, et les billes de nicotine. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment le travail, notamment d'une CNCT qui a vraiment fait beaucoup de plaidoyer pour alerter en proposant et en présentant tous ces nouveaux produits ciblés jeunes comme des substances vénéneuses et représentant des risques sanitaires et importants donc à mettre en place pour protéger notamment les plus jeunes. Donc, il faut faire la différence néanmoins entre ce que l'on appelle le snus et les nicopodes. Alors, justement, tout à l'heure, je vous parlais du site DNF. Vous avez une infographie qui est très bien faite où il y a d'un côté le snus, d'un côté les nicopodes, qu'on peut appeler aussi push de nicotine ou nicopush. Voilà. Vous trouverez ça aussi dans la littérature ou dans les articles ou tous les éléments de communication sous ces noms-là. Mais le snus,
Vraiment, lui, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas en France, en tout cas en vente légale, puisque c'est interdit à la vente en France. Donc, le snus, c'est quoi? Ben, en fait, c'est des petits sachets qui ressemblent en fait à des petits sachets de thé. Alors, c'est un peu comme ça, mais ça, vous voyez, c'est un peu blanc, crème. Bon, ça, c'est un peu oxydé, donc c'est un peu beige, mais normalement, c'est un plus blanc. Et le snus, vous voyez bien que c'est sur la dia, c'est un peu comme ce qu'il y a dans la boîte ici, c'est marron. Par transparence, on voit vraiment le tabac. Donc, en fait, c'est des petits sachets de tabac qu'on va dire à sucer, qui se positionnent, là, vous voyez ce jeune en pleine action, sous la lèvre et contre la gencive. Et en fait, ça va diffuser à travers tous les vaisseaux qu'il y a dans la cavité buccale. Et il y en a beaucoup, donc ça passe vraiment très rapidement. Pardon. Donc ça, c'est autorisé en Suède, en Norvège, en Finlande, mais pas chez nous, ni dans les autres pays de l'Union européenne. Alors, le nicopode, ben là, contrairement au snus, vous voyez, le snus, on reste sur quelque chose de très basique, très classique, hein, voilà, c'est vraiment un produit sans marketing associé. Et là, tout de suite, on voit la différence avec le nicopode, parce que là, on est reparti dans le design, dans les goûts, vraiment, c'est jeune, avec ben voilà, des goûts menthe, il y en a vraiment pour tous les goûts, des marques de bonbons, de confiserie, on est reparti sur le popcorn, etc. Avec une promotion qui a été faite ben, notamment par des footballeurs avec une communication réseaux sociaux très importante, notamment autour de la Coupe du Monde de foot, avec ben, beaucoup d'influenceurs qui ont fait la promotion de ces sachets et même ont mis en avant une augmentation ben, de leur capacité sportive. Donc, il n'en fallait pas moins pour mettre le feu aux poudres et vraiment faire une promotion finalement de ces sachets. Donc tout ça, évidemment, on est en train, ben, il y a eu des amendes, il y a eu des interdictions, il y a des choses qui sont mises en place, mais vous voyez, en mars, ce sera interdit. Donc les risques, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est des risques de surdosage parce que dans un sachet, vous pouvez avoir de 1 gramme jusqu'à parfois 20, 1 milligramme, pardon, jusqu'à 20 milligrammes de nicotine par sachet. Vous avez donc ben, en fait des hypotensions, des malaises, ben, souvent des malaises en direct parce que vous avez des jeunes qui mettent plusieurs sachets dans la bouche et qui font ben, des malaises. Vous avez ben, des risques, ben, comme on a dit tout à l'heure, de dépendance, puisqu'on va avoir beaucoup de nicotine qui va arriver très fortement dans ce cerveau. Et vous avez, alors localement aussi, bien entendu, des risques, puisque vous avez ces sachets de nicotine qui sont en contact sans arrêt avec la gencive, avec la muqueuse buccale, qui vont créer une irritation très importante, une inflammation, et parfois, ça va être vraiment des choses qui vont même atteindre ben, l'intégrité de la gencive, voire aller jusqu'à la nécrose. Parce que, ben, comme je vous disais tout à l'heure, vous en avez qui mettent 4, 6 sachets et qui s'endorment de plus avec. Alors, il faut savoir que dans les pays où ces sachets étaient utilisés, il y avait moins de risques pulmonaires, puisqu'effectivement, il n'y a pas de fumée inhalée. Mais en revanche, il y avait une augmentation à long terme des risques de cancer du pancréas, de l'œsophage, du côlon, du rectum, de la tension artérielle qui était augmentée, des risques d'hypertension artérielle et des risques aussi de développer plus de diabète de type 2 et des risques aussi d'être victime d'accidents vasculaires cérébraux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil de réduction des risques pour ces sachets? Donc, on va privilégier, même si ça paraît complètement dingue de se dire qu'on va mettre ces sachets-là que je vous montre. Voilà, donc là, vous voyez, c'était la boîte. D'ailleurs, vous l'avez vu à l'écran tout à l'heure. D'aller se mettre un sachet sans nicotine, juste avec de la poudre qui peut ressembler à de la farine. Voilà, on se dit, mais c'est quoi l'intérêt? Bon, effectivement, on peut entendre que c'est pour faire comme les autres. Donc, dans ce cas-là,
sans nicotine, parce que la problématique, d'ailleurs, je ne l'ai pas changé, hein, mais c'est sans nicotine, c'est pas sans tabac. Pardon, il y avait vraiment une erreur sur cette dia. Et parce qu'en fait, vraiment, l'idée, c'est que des jeunes, quand on disait tout à l'heure de prendre de l'information, c'est qu'ils ne savent pas déjà ce qu'est de la nicotine, combien il y en a dans ce qu'ils achètent, et ils vont plutôt, comme ils ont une multitude de propositions, choisir la violette avec ce personnage, choisir cette forme parce qu'il y a tel jeu. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ça, hein, les éléments de choix. Donc, c'est important au maximum d'éviter qu'il y ait de la nicotine, même si on veut quand même en consommer, d'éviter d'en mettre plusieurs, de pas choisir des dosages complètement hors normes, de regarder ce qu'il y a sur la composition, de pas acheter sur Internet, d'éviter de garder longtemps en bouche. Et puis, si normalement c'est 20 minutes, après on doit se rincer la bouche. On n'utilise pas avant, après le sport. Et si jamais on se rend compte qu'il y a une problématique avec cette consommation, d'essayer de repérer un adulte à qui on peut parler de ça, en fait, à qui on peut transmettre ses inquiétudes aussi ou prendre de l'information. Et vous allez voir que je vais vous partager des ressources pour ça. Il y a plein de sources et surtout de canaux de communication différents. On va éviter dans la même journée d'utiliser une clope, de faire une session chicha, d'utiliser une puff et puis de prendre le soir des sachets de nicotine parce que là, ça va faire vraiment beaucoup de nicotine, mais ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler en conseil de réduction des risques. Maintenant, on va passer aux perles de nicotine. Alors, ces perles de nicotine, je les ai laissées d'une part. Pourquoi? Parce qu'elles vont disparaître. Donc, cette dia doit être collector normalement. Et ce petit dispositif que j'ai dans les mains aussi. Donc, ça se présente comme ça. On ne peut pas s'en procurer dans les bureaux de tabac. C'est que sur Internet, sur le site de Nicopop. Et en fait, je vous l'ai quand même mis, même si la cible, on va dire que c'est pas les jeunes, mais plutôt jeunes adultes. Je passe toute une journée derrière mon ordi. J'ai pas le temps d'aller fumer, mais mon collègue de bureau a repéré que je vapotais de temps en temps. Donc, il me faut de la nicotine. J'ai pas envie d'aller acheter des pastilles, des gommes, des TSN, bof. Non, ça a l'air plus fun. Je vais acheter ça. C'était vraiment ça la cible. Là aussi, ça a été très bien étudié. Comme vous le voyez en haut à gauche, là, c'est presque de l'homéopathie, hein. On a le bleu homéopathique avec vraiment cette sensation presque d'acheter, on va dire, un médicament ou en tout cas quelque chose qui fait du bien. Voilà, une incroyable ressemblance. Il y a aussi, comme à leur habitude, quelque chose d'assez nébuleux et c'est impossible de savoir exactement quand vous l'achetez combien c'est. Alors, ils disent bien moins de 18 ans. Ils disent qu'il y a 8 milligrammes par gramme et qu'il y a 60 perles. Alors, avec ça, quand même compliqué de savoir. Donc, nous, on a fait le calcul, en fait. Donc, chaque tube contient 60 perles qui sont parfaitement dosées. Et en fait, 20 perles, ça fait 1 gramme et c'est égal à 8 milligrammes de nicotine. 60 perles, ça fait 24 milligrammes, sachant que dans un tube, donc il y a 24 milligrammes de nicotine, c'est un peu comme l'équivalent d'un paquet de cigarettes. Sachant qu'une perle va représenter 0,4 mg de nicotine. Donc, pour avoir une cigarette, il faut à peu près 3 perles sous la langue. C'est vraiment comme de l'homéopathie, ça se prend comme ça. Ils ont voulu aussi surfer sur le côté zéro sucre. C'est noté hein, quand vous allez sur le site. C'est quand même assez incroyable. Et tout ça pour, je ne sais pas si je vous l'ai dit, 9,99 €. Sachant qu'actuellement, le prix de cigarette du paquet, c'est actuellement à peu près 12, entre 12 et 13 euros le paquet, quoi. Voilà. Marjorie, il te reste à peu près 30 minutes. Ok, merci. Pour terminer avec les avancements, parce que comme je vous disais tout à l'heure, voilà, les interdictions sont là, mais les avancements aussi de l'industrie du tabac sont très effectifs. Il faut savoir que
vraiment auprès d'eux, dans des laboratoires. Il y avait vraiment des scientifiques, voilà, qui sont payés et, pour l'industrie du tabac dans la recherche. Il faut savoir aussi, bah, j'en profite pour dire, parfois, il est ressorti des études qui montrent que les gens ayant fumé, je sais pas, 30 ans, ils arrêtent de fumer avec la vape et ils tombent malades. Alors vraiment des pathologies très graves, à type de cancer, à type de bronchopneumopathie chronique obstructive ou enfin plein de problématiques cardiovasculaires aussi. Et en fait, eh bien, il est dit que c'est la vape qui a entraîné ça. Mais en fait, ce sont des fausses études parce que le biais, c'est qu'en fait, ces pathologies, elles sont consécutives des 30 années de tabagisme et non pas des quelques années ou des quelques mois en fait de vape. Et ça, c'est très important d'avoir ça en tête parce que c'est facile d'aller dire quelque chose alors que en fait, c'est toute l'accumulation des facteurs de risque et de vulnérabilité des 30 ans de tabagisme qui ont fait le lit de toutes ces pathologies. Mais ça paraît incroyable de pouvoir dire que c'est de cette nuit à la vape qui va déclencher un cancer ou qui a entraîné cet AVC. Voilà, mais bon. Donc, ben, la dernière petite née, on va dire comme ça, c'est pas très joli à dire, c'est la 6-méthylcholine, pardon. Donc, en fait, ben, c'est l'industrie du tabac qui, encore une fois, a réagi fortement face au renforcement progressif, mais certain, des réglementations nationales, mais internationales aussi, dans cette lutte contre le tabac. Ben, en fait, l'industrie du tabac et de la nicotine, elle a vraiment redoublé, pour le coup, d'ingéniosité pour conserver, pour préserver ses parts de marché et en fait, surtout en conquérir des nouvelles. Et en particulier, justement, bah, vous l'aurez compris, auprès des jeunes. Donc, en fait, elle va développer des stratégies commerciales vraiment très, très sophistiquées, hyper innovantes et qui vont à la fois cibler le comportemental, mais aussi ça va exploiter, ben, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les failles juridiques avec vraiment pour objectif de réduire ou en tout cas de décrédibiliser l'efficacité des politiques publiques. Donc en fait, ils se sont rendus compte, mais ça fait très très longtemps, hein, que la substance qui, je le rappelle, est la seule substance qui finalement n'est pas toxique dans le tabac fumé, c'est la nicotine. La substance, mais elle est responsable évidemment des effets psychoactifs du tabac et de la dépendance. Et en fait, la stratégie de l'industrie, en fait, ça a été d'essayer de créer des produits non nicotinés. Et en fait, ils ont essayé de créer. Alors, je suis nulle en physique, en chimie, mais ils ont rajouté un atome. Désolée, mes explications ne sont pas claires à la structure de la nicotine et qui, pour le coup, n'est plus le même produit finalement. Elle est devenue la 6-métatine. Et en fait, c'est cette nicotine finalement de synthèse, elle va échapper à la réglementation car en fait, on ne pourra pas dire que il n'y a pas de nicotine, qu'il y a de la nicotine parce qu'il n'y en a pas, mais en fait, il y a de la métatine, c'est l'autre nom de la méthylnicotine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quand même assez incroyable en termes de contournement. Donc, en fait, dans quoi on la retrouve, cette 6-méthylnicotine? On la retrouve, ben, en fait, dans les produits du vapotage et dans les sachets de nicotine oraux que je vous ai montrés. Voilà, avec une puissance énorme qui est à peu près 5 fois supérieure, mais là encore, toutes les études ne sont pas d'accord par rapport à la puissance pharmacologique de cette nouvelle nicotine qui échappe vraiment au radar et qui va entraîner un renforcement des productions de la dopamine, vous voyez, de l'effet plaisant dont on parlait. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'il est urgent d'encadrer d'un point de vue réglementaire, au même titre que la nicotine dite naturelle. Voilà. Donc il va falloir éviter que ça devienne ben, voilà, cette zone un peu blanche, un peu trouble législative et qu'en fait, ben,
qu'il n'y ait plus que cette nicotine vraiment de haut grade. Donc ça y est, là, elle est vraiment dans le viseur de tout le monde et depuis longtemps, elle a été repérée. Donc en fait, on va pouvoir enfin l'enrayer. Donc, vous le voyez, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais justement, sur ce petit paquet, attention, ce produit ne contient pas de nicotine et il se targue même d'un petit message de prévention. La nicotine crée une forte dépendance. Voilà. Alors, c'est complètement dingue, mais c'est véridique. Donc, cette métatine, je vous ai mis des liens que vous pouvez noter pour aller plus loin. Bah, notamment, vous avez la plateforme Math Digital, qui est vraiment une plateforme qui va vulgariser plein de notions et notamment bah, autour de tous ces produits, de l'addiction. Voilà. Donc, ils ont fait un dossier qui est très bien fait, qui s'appelle Métatine. Il y a tout l'historique parce qu'en fait, c'est très, très vieux et c'est fait aussi dans de nombreux produits, hein, d'aller modifier un petit peu la structure atomique, on va dire, pour pouvoir proposer ça comme un nouveau produit finalement. C'est quelque chose qui est classiquement fait finalement dans le marketing aussi. Voilà. Donc là, vous avez tout l'historique et puis la nouvelle réglementation, etc. Et puis évidemment le CNCT qui a alerté sur l'usage de ces nouvelles molécules et qui a créé d'ailleurs aussi une grande campagne sur la manipulation de l'industrie du tabac avec, vous voyez, le goût du mensonge, l'industrie vous mène en bateau, vous fait avaler des couleuvres, etc., etc. Voilà. Donc, cette 6-méthylcholine, là, vraiment, qui est composée, ben voilà, c'est un composé dérivé finalement de la nicotine classique, voilà, avec ce potentiel vraiment addictif très, très élevé. Et il y a aussi, j'avais trouvé pour aller plus loin, aussi une synthèse avec un dossier des nouveaux produits du tabac de nos collègues de Grand Est Addiction. Voilà, c'est un PDF qui date de juin 2024 que vous retrouverez facilement sur Internet, que vous pouvez télécharger facilement. C'est vrai que ça, c'est important quand même à signaler. La Ligue contre le cancer a fait toute une étude aussi sur la présence du tabac dans le cinéma français, sur les plateformes de streaming, sur aussi ben, Netflix, enfin toutes les plateformes où il y a beaucoup de séries avec la présence de toutes les substances psychoactives à l'écran. Donc c'est un dossier aussi que vous pourrez aller consulter l'Alliance contre le tabac également, qui est en fait une association qui œuvre aussi ben, pour écrire des plaidoyers, etc. Là, on voit une très belle photo néanmoins de Jane Birkin, de Serge Gainsbourg et de leur chien, avec beaucoup de cigarettes autour. Comme ressources, qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Alors, vous avez des sites que vous connaissez sans doute déjà, hein, Santé publique France, Addicted, Association Addiction France, le réseau aussi, le RESPAD, demain, le droit des non-fumeurs, demain sera non-fumeur, voilà, qui propose plein de flyers que vous pouvez télécharger. Il y en a un d'ailleurs qui s'appelle Tabac et Ado. Ici, vous avez toutes les infographies dont je vous ai parlé. Tabac à rouler, snus, nicotouche, les puffs, la chicha, tabagisme passif, ultra passif, etc. C'est en téléchargement. Après, je vous ai mis des vidéos qui sont plus à destination des professionnels, peut-être même des parents aussi. Alors, à la Coréade, on a l'habitude de faire des rendez-vous, des webinaires aussi, que vous retrouverez en replay, un petit peu comme celui d'aujourd'hui, qui avait d'ailleurs été proposé dans le cadre du mois sans tabac, avec notamment Tabac et jeunes, quel repère, où il y a ben, un entretien avec une psychologue qui s'appelle Véronique Garguil, qui est très illustre bah, dans l'accompagnement justement des jeunes. Voilà, donc vous aurez tout ça que vous pourrez vraiment visionner quand vous le souhaitez, hein. Ça va de 1 minute à 1h20, ça dépend du temps que vous avez.
la Fédération Addiction, Promotion Santé. Je vous invite aussi à aller sur le site de ATHS. C'est un colloque qui a lieu à Biarritz où, si vous voulez avoir vraiment des éléments un peu plus pointus, scientifiques, avec beaucoup d'ateliers aussi, puisque c'est un colloque qui dure 3 jours. Vous pourrez aller visionner tous les replays. C'est aussi très intéressant. Puis c'est des formats que vous pouvez vraiment, on va dire, déguster à votre convenance en fonction de votre disponibilité, du temps que vous avez aussi à accorder à tout ça. Puis c'est plus simple pour prendre des notes aussi. Des vidéos pour les jeunes, alors c'est vrai, ça, ce serait peut-être un peu à réactualiser parce que depuis, il y a quand même pas mal de personnes qui ont fait des choses, mais Dr Nozman, c'est quand même pas mal avec l'effrayant secret de la puff, il est quand même pas mal du tout. Bon, j'ai mis Picurieux, c'est bien, mais c'est un peu daté et je pense que ça parle pas trop, on va dire, à la tranche de jeunes actuelle. Jeux et outils pédagogiques. Alors ça, ce sont vraiment nos partenaires de toujours du CRIPS Île-de-France qui créent vraiment beaucoup, beaucoup de ressources en ligne que vous pouvez télécharger. Il y a une petite nouveauté parce qu'il y a un nouveau site et finalement maintenant, c'est toujours gratuit hein, de télécharger pour fabriquer ses propres outils. Vous voyez, tout ce que je vous propose là, c'est en téléchargement. Alors, c'est génial parce que vous avez tout en format réel pour télécharger. Alors, nous, on imprime sur du cartonné, on plastifie pour pouvoir l'utiliser en fait tout le temps. Et en fait, vous avez à chaque fois la fiche d'animation. Quels sont les objectifs pédagogiques de cet outil, comment je l'utilise, quelle est la population cible, etc., etc. Les variantes aussi. Et alors, la nouveauté, c'est qu'avec ce site qui est tout récent, maintenant, il faut juste s'enregistrer pour pouvoir télécharger les ressources. Voilà. Avant, c'était directement. Maintenant, en fait, il faut mettre une adresse, créer un compte, en fait. Et voilà. Vous avez aussi des replays de webinaires qui sont très intéressants. Donc, notamment, vous avez comme outil à utiliser le Info Intox Tabac, qui est très chouette. Vous avez aussi le Raconte ta chicha, Compost ta chicha, où là, c'est un outil où vous allez pouvoir utiliser pour recueillir vraiment l'expérience. Comment j'ai commencé, avec qui, dans quelle occasion, où. Voilà. Donc, c'est très simple comme outil à utiliser. Le tire-ta-clope aussi. C'est vraiment pour que la personne, elle fasse un petit peu son paquet de la journée. À ce moment-là, ben, j'avais vraiment besoin de nicotine. À ce moment-là, c'était plus après le repas, après le ciné, quand j'étais énervée, quand j'ai bu un peu d'alcool, etc., etc. Pour dessiner un peu le profil de fumeur. Ça, c'est un peu un Pictionary de la prévention, mais qui n'est pas disponible directement. Il faut le demander. Voilà. Donc, vous allez sur le site du CRIPS et vous pouvez aussi, en fait, le demander. Voilà. Donc, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Vous avez un outil qui s'appelle modérateur de forum, les produits du tabac. Donc, vraiment, ça va permettre d'aller explorer le positionnement des jeunes qui débattent entre eux parce que c'est vraiment les débats un peu mouvants. On fait une ligne imaginaire, on pose une question, on se positionne de chaque côté de la ligne et chacun va avancer des arguments. Donc, ça, c'est hyper intéressant aussi à pouvoir faire avec des plus jeunes, en fonction de leur âge aussi, hein. Alors, le site ressources donc de Maths Digital, qui a fait aussi peau neuve. Donc, vraiment, vous allez aussi retrouver un espace pro. Vous pouvez, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire et vous allez retrouver des ressources un peu plus destinées à votre exercice professionnel. La nouvelle campagne destinée aux jeunes, donc portée par la Coréade et notamment par le projet donc Moi sans tabac, qui ont voulu proposer un super défi, c'est 1 mois de défi pour prendre un peu soin de soi différemment avec des objectifs pour un petit peu mettre en place des nouvelles habitudes, essayer de profiter du mois sans tabac peut-être pour diminuer son nombre de cigarettes, pour diminuer son nombre peut-être de taf, de puff, on va dire,
faire une pause, tout ça dans un cadre évidemment motivant, bienveillant, avec des codes jeunes. Et vous voyez sur cette affiche qui fait vraiment la promotion de ce projet, il n'y a aucun indicateur de penser qu'on va parler de tabac, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui va bien attirer. C'est 100% en ligne. On se retrouve un petit peu sur leurs canaux de communication. Instagram, TikTok, avec un challenge, avec un défi par jour à relever. C'est vraiment pas que pour les fumeurs, c'est ouvert à tous et on peut s'inscrire à n'importe quel moment du mois sans tabac parce qu'à la fin du mois, il y a des lots à gagner et quotidiennement, ben, en fait, il y a le défi qui est transmis. Ça peut être créer une playlist avec une musique que l'on aime bien se passer en boucle quand on a envie de se relaxer, de prendre un temps pour soi. Voilà, un exercice de respiration, comment faire une pause un petit peu avec les écrans. Et tout ça mis bout à bout, ça va permettre aussi d'améliorer un petit peu ben, le bien-être, voilà, la santé mentale et peut-être d'avoir une incidence sur les consommations. Voilà. Mais si vous voulez en savoir plus, je pense que mes collègues vont mettre dans le chat le lien pour aller pouvoir s'inscrire, télécharger tous les documents en lien avec ce nouveau défi. Voilà. Unique en Nouvelle-Aquitaine. On va aussi retrouver d'autres personnes, alors notamment bah, toujours le mois sans tabac, hein, on débarque sur TikTok, voilà, ça c'était une nouveauté aussi. Mes collègues vraiment alimentent et nourrissent les réseaux avec plein de contenus vraiment très engageants, très motivants, ciblés jeunes. Et puis vous avez aussi bah, AddicTok aussi, ça c'est la même chose, mais côté Association Addiction France. Et puis, vous avez une personne qui est assez connue aussi, je vous en ai mis une, mais il y en a plusieurs, c'est Katie Delleris, qui est vraiment une Instagrammeuse, qui est une professionnelle de la prévention, qui à la base est diététicienne et qui est tabacologue, addictologue, et qui a vraiment créé bah, plein d'outils, qui poste tous les jours, qui envoie bah, plein de petits messages motivant, engageant pour essayer un petit peu de modifier tous ces usages en musique de surcroît. Et puis, on a aussi Aller Vers. C'est vrai qu'on débutait un petit peu ce webinaire en se disant que, ben, en fait, souvent, les jeunes ne demandent pas d'aide. C'est compliqué aussi parfois ben, de pouvoir s'inscrire notamment bah, dans des programmes où finalement ben, toutes les heures comptent en termes de programme à l'éducation nationale et parfois c'est difficile d'aller caler comme ça des heures. Et c'est vrai que bah, tout ce qui va être dispositif d'aller vers, ça peut être aussi une solution. Alors on pense à tout ce qu'on peut faire dans la cour, à la sortie du self, mais en ayant toujours un côté attractif. Voilà, on utilise les mêmes codes hein, finalement que l'industrie du tabac aussi. Hein. Il faut être coloré, voilà, pas trop abuser des codes, mais il faut être attractif. Sinon, en fait, si de loin c'est attention, il faut pas fumer, attention, vous allez être dépendant, voilà, c'est des choses qui ne vont pas du tout accrocher, voire au contraire avoir un effet carrément répulsif. S'inscrire aussi peut-être dans des endroits où ils sont en petit, peut-être plus petits comités, tels que des foyers, des choses comme ça, maison des adolescents. Ça va être ben, aussi peut-être de contacter des personnes qui portent des projets destinés jeunes, notamment là bientôt. Alors pour ceux qui sont en Nouvelle-Aquitaine, il y a plusieurs structures qui portent le programme Unplugged. Voilà, et Tabado aussi, même si Tabado, je pense, est en pause. Ce sont des programmes probants. Alors, Tabado, je crois, est en attente de refinancement et Unplugged va être déployé notamment par le centre hospitalier Charles Perrin en Gironde. Vous avez aussi Expérience animée qui est un programme porté par la Coréade. Alors là, on vous invite vraiment à aller sur leur site qui est très bien fait pour avoir tous les renseignements possibles. C'est un programme très particulier qui va suivre un groupe de jeunes sur 3 ans et leur outil, leur support, ça va être des films d'animation. En fait, voilà. Et ça va être très intéressant comme support pour aller justement vers. Donc, en élément de conclusion de ce webinaire, si on devait ben, retenir quelques
idées. Bah, dans les premières idées, ce serait vraiment que les produits du tabac et de la nicotine ont beaucoup évolué, mais finalement, le mécanisme de la dépendance, lui, va rester le même. Alors, c'est sûr qu'il s'agit de cigarettes, de puffs, de chicha, de perles de nicotine, de sachets de nicotine. La nicotine va agir à peu près de la même façon sur le cerveau, avec des particularités chez les jeunes, dont finalement le cerveau est encore en pleine construction, est encore immature. Et ce qui change aujourd'hui, ça va être vraiment la forme, la perception de ces produits. Comme on l'a vu, ils sont colorés, ils sont parfumés, ils sont attractifs, ils sont présentés comme moins dangereux et surtout pensés pour vraiment être une arme de séduction, quoi, en fait. Donc, l'industrie du tabac a très bien compris tous les codes des adolescents et s'en est vraiment saisi, le goût, le design, les réseaux sociaux, voilà. Donc, c'est vrai qu'en tant que professionnel, c'est pas toujours facile de tout connaître, bien, encore moins de tout contrôler. C'est vraiment pas le but. Mais ce qui va compter avant tout, c'est de profiter de chaque moment peut-être pour se mettre à jour et aussi de favoriser le lien, le dialogue, la confiance avec vraiment des échanges de qualité et que finalement, on n'a pas du tout besoin d'être expert pour jouer un rôle clé. Et en fait, vous êtes déjà sans doute des personnes ressources, en tout cas des référents et des repères pour les jeunes. Donc, en fait, voilà, pas besoin d'être expert dans ce domaine non plus, mais voilà, de développer des aptitudes pour maintenir ce lien et ce dialogue, en fait, et cette confiance. Voilà. C'est pas forcément donner un cours de science que de parler des produits du vapotage ou de la clope. C'est vraiment aller ouvrir la discussion, la maintenir. Et ça peut être une question ouverte. Ben voilà, j'ai vu qu'il y avait des puffs peut-être dans la cour de récré. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Vous en pensez quoi? Si vous voyez des jeunes sur les réseaux de moins de 10 ans utiliser des sachets de nicotine, ça évoque quoi pour vous? Voilà, ça va permettre d'instaurer un dialogue sans jugement, de montrer qu'on s'intéresse aussi, d'essayer de se décaler du simple fait de passer à l'arrêt du tabac et de tout mettre en œuvre, de le patcher d'aller lui faire visiter des services de réanimation, de pneumo pour qu'il arrête de fumer, mais vraiment d'aller développer plutôt ce dialogue et développer surtout leur esprit critique face à tous les messages qu'ils reçoivent et qu'ils perçoivent. Voilà. Et puis rappeler et leur rappeler que l'aide existe, elle est multiple, que voilà, les jeunes ne sont pas seuls face à ça, les parents non plus. Il y a des consultations jeunes consommateurs. C'est pas d'abord donner un jeune que de l'orienter, bien au contraire. Et puis on peut aussi partager l'accompagnement, c'est très bien aussi. Et il y a beaucoup de spécificités autour des jeunes, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas pu tout aborder, notamment par rapport à la prescription, mais je vous invite à vous rapprocher de nous pour vraiment aller un petit peu développer tout ça. Et puis, il y a un message collectif à retenir, c'est que voilà, la prévention, ça va être vraiment l'affaire de tous, l'affaire des politiques publiques. Voilà, on va tous dans le même sens. On essaye de changer la norme sociale et que la meilleure des préventions, c'est de donner des clés de compréhension, des pistes de dialogue, des pistes d'aide. Et voilà, c'est la relation. Voilà. Mais même quand les sujets sont difficiles, on peut parfois trouver des façons de l'aborder de manière moins dramatique peut-être. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vais arrêter le partage. J'espère que c'était... Oui, c'était la dernière dia. Exactement. Une petite pub pour le Glow Up.